J'ai commencé à jouer sur scène à l'âge de 11 ans grâce à un instituteur du village dans lequel je vivais, dans le sud de la France, qui avait eu cette idée géniale de monter une espèce de troupe de théâtre avec que des gens du village. On habitait un tout petit village de 600 habitants et il avait monté une troupe de théâtre avec que des gens du village et on tournait dans toute la région le week-end. Et donc il y avait des gens qui faisaient les comédiens pour la première fois de leur vie. Il y avait des sketchs, il y avait des petits bouts de pièces de théâtre, il y avait des danses, des machins. Et moi, je jouais avec un copain guitariste qui avait 5 ans plus que moi, il avait 16 ans, moi j'en avais 11. Et on jouait au début, à l'entracte et à la fin. On improvisait comme ça, donc c'était rigolo. Et surtout, moi, ça m'a fait découvrir le plaisir de la scène et le pouvoir de la scène. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience du pouvoir qu'on a quand on est musicien sur scène. Il faut changer beaucoup les musiques pour pouvoir les interpréter sur scène. Les musiques que l'on connaît, que l'on a entendues dans les films, il faut les transformer beaucoup pour qu'elles soient accessibles dans un spectacle. Alors ça dépend desquels. Subway ou Le Grand Bleu par exemple, on joue ça à peu près identique aux originaux. Pour prendre l'extrême inverse, Arthur et les Minimoys par exemple, c'est très différent dans la mesure où l'original est 100% symphonique, enfin presque 100% symphonique. Et, du coup, on a adapté pour le groupe, donc oui, il y a certains trucs qui sont complètement des adaptations, mais qui sont du coup très intéressantes parce que c'est d'autres. On reconnaît les morceaux parce qu'on reconnaît les mélodies, les thèmes, etc. Mais c'est complètement autre chose, quoi. Effectivement, il y en a qui sont plus ou moins adaptés. C'est ça. Et pour la première fois, il y aura Lucie sur scène parce que ça, on l'a encore jamais entendu. On l'a jamais joué. Moi non plus, je l'ai encore jamais entendu. Mais je le trouve bien. Mais ça va venir. Oui, on va. C'est-à-dire que Lucie a été un tel succès partout sur la planète que on se sent un petit peu obligé de jouer au moins un morceau de Lucie. Donc je ne sais pas encore lequel, on n'a pas encore mis ça au point, mais on va effectivement adapter un morceau ou deux de Lucie pour la scène. Ça me prend le temps qu'on me donne. C'est-à-dire que quand j'ai 2 mois, je le fais en 2 mois. Quand j'ai 6 mois, je le fais en 6 mois. Quand j'en ai 9, je le fais en 9. Parce que oui, quand je fais une musique de film, alors surtout que moi je travaille vraiment sur les images, donc j'ai besoin d'attendre que le film soit presque terminé pour commencer. Ce qui fait que j'ai toujours la pression j'ai une deadline à respecter. Or, dans le cinéma, vous le savez peut-être, il y a énormément d'argent en jeu, c'est-à-dire ça coûte très cher un film. Et la post-production d'un film coûte très cher, les studios de mixage pour les films ça coûte très cher, etc. Enfin bref, ils peuvent pas. Et puis surtout les dates de sortie sont extrêmement précises et calculées. Donc on ne peut pas retarder. Enfin, ça arrive qu'il y ait des retards, mais moi personnellement je n'ai jamais retardé la sortie d'un film et je le ferai jamais parce que je me sentirais très très mal. Du coup, oui, je le fais avec le temps qu'on me donne. L'inspiration, j'ai la chance qu'elle vienne en temps voulu, mais bizarrement, elle ne vient pas plus rapidement que le temps voulu. C'est-à-dire que il m'est arrivé de faire donc des musiques en 2 mois. J'en ai même fait une fois en 12 jours. Entre le jour où on m'a appelé et le jour où j'ai délivré la musique terminée. Bon, c'est pas forcément ce que j'ai fait de mieux. C'était plus un challenge qu'autre chose, mais c'était pour un téléfilm. Et ça m'avait fait marrer parce que je me suis dit c'est pas possible, ça a 12 jours. Donc j'avais dit oui juste pour voir si c'était possible. C'était il y a longtemps. C'était entre Subway et Le Grand Bleu. Et sinon j'en ai fait plusieurs fois en 2 mois. Il y a eu notamment Nikita que j'ai fait en 2 mois, GoldenEye que j'ai fait en 2 mois aussi. J'avoue que j'aime pas trop quand 2 mois, je trouve ça c'est dur quoi. Ça fout une pression énorme.
Ce que j'aime, disons, mon timing idéal, c'est 6 mois. Sachant que c'est 6 mois, par contre, 7 jours sur 7, entre 14 et 18 heures par jour. C'est intense. Quand je fais un truc, je suis totalement dedans. Moi, je suis un peu l'extrême inverse de Hans Zimmer. Moi, je travaille tout seul, absolument tout seul. Je suis vraiment un artisan de ça. Je suis même au point que je fais parfois mon propre ingénieur du son, c'est moi qui enregistre, c'est moi qui mixe. La seule personne avec qui je travaille régulièrement, c'est un orchestrateur. Alors, un orchestrateur, c'est pour les gens qui ne savent pas, c'est quand on fait de la musique symphonique, on doit tout écrire évidemment, puisque les gens de l'orchestre symphonique, il faut bien qu'ils sachent ce qu'ils doivent jouer, donc chaque musicien a sa partition. Le compositeur, lui, il écrit ce qu'on appelle un score, c'est-à-dire une grosse partition sur laquelle il y a tous les instruments, les violons, les flûtes, les hautbois, les percussions, etc. Et alors, un orchestrateur, il y a plusieurs degrés d'orchestration. Il y a certains compositeurs qui vont écrire, par exemple, un truc au piano et ils vont donner ça à un orchestrateur qui, lui, va écrire toutes les partitions pour l'orchestre symphonique. Ça, disons que c'est les cas où l'orchestrateur va faire le plus gros travail. Moi, j'écris réellement, je compose déjà orchestré, c'est-à-dire que quand je compose, ça doit venir d'ailleurs du fait que je ne suis pas pianiste au départ. Du coup, moi quand je compose directement pour l'orchestre symphonique, c'est-à-dire que je compose, j'écris toutes les parties, ça s'appelle écrire verticalement, c'est-à-dire que j'écris vraiment un score, quoi. Quand j'écris une phrase, quand il y a une phrase qui est jouée par un hautbois, c'est parce que je l'ai pensée pour un hautbois, c'est-à-dire que je ne me pose pas la question après avoir écrit la mélodie. Du coup, mon orchestrateur, parce que vous allez me dire du coup, alors il fait quoi l'orchestrateur? Il fignole. C'est-à-dire que moi j'écris un score déjà orchestré, mais lui, un orchestrateur, il a vraiment la connaissance parfaite de l'orchestre symphonique, et c'est lui qui, par exemple, va décider que cette phrase que j'ai écrite pour le basson, par exemple, là, lui, il va la faire doubler par un violoncelle pour qu'on l'entende mieux à cet endroit-là où c'est accompagné par, je sais quoi, où j'ai écrit telle phrase de violon derrière ou de flûte, et où il va se dire, là, s'il n'y a qu'un basson, on ne va pas bien l'entendre, donc je vais rajouter un violoncelle. Ça ne va pas le dénaturer, c'est-à-dire qu'on va entendre le basson, on ne va pas entendre le violoncelle, mais grâce au violoncelle, on l'entendra suffisamment fort. Vous voyez, c'est des trucs. Quand on a la chance que ça fonctionne bien, comme c'est le cas entre Luc et moi, ben on continue à travailler ensemble, ce qui explique les fameux couples réalisateurs-compositeurs comme Luc et moi, ou comme Morricone avec Sergio Leone, ou comme John Williams avec Spielberg. C'est que quand on a la chance de se rencontrer comme ça et que ça marche, c'est un peu miraculeux, quoi, parce que c'est comme si vous aviez deux aliens de deux planètes différentes qui se comprennent. C'est un miracle. À l'intérieur de ça, moi je suis totalement libre de la manière avec laquelle je vais amener cette émotion, créer cette émotion. C'est-à-dire que s'il me demande d'amener, je sais pas, de la nostalgie à cet instant-là, que je l'amène avec un orchestre symphonique ou une guitare électrique ou un djembé, il s'en fout, c'est pas son problème, du moment que j'amène l'émotion qu'il recherche. Mais donc il est très précis en termes de rôle à jouer, quoi. Par contre, inversement, il y a d'autres réalisateurs qui n'ont aucune idée et qui laissent... ça a été le cas par exemple dans GoldenEye, James Bond. Ils m'ont donné le film qui était quasi terminé. Quand ils m'ont appelé, le film était quasi terminé. Ils avaient mis en musique témoin, parce que souvent, vous savez, les réalisateurs et les monteurs font ça, ils mettent, avant que la musique du film soit faite, ils mettent des musiques pour donner une idée un peu de ce qu'ils voudraient comme sensation.
Donc ils mettent de la musique, alors ça peut être n'importe quoi, hein. Des fois c'est des trucs, des chansons, des fois c'est de la musique classique, des fois c'est des musiques de films, enfin, ils mettent un peu voilà, ils font de l'illustration sonore, et ça donne des indications aux compositeurs. Et donc sur GoldenEye, ils avaient mis les trois quarts de ces musiques temporaires étaient la musique de Léon, en fait. Parce qu'ils étaient fans de Léon, donc ça tombait bien, mais vous saviez la faire, celle-là. Voilà, c'était pas totalement inconnu. Et alors ceci dit, quand vous écoutez le résultat final, ça se ressemble pas des masses, mais bon, ça me donnait des indications. Et surtout, lui, le réalisateur, je ne sais plus comment il s'appelait, Martin Campbell, il m'a donné zéro instruction. Ils étaient fans de toute façon. Donc ils m'ont donné carte blanche absolue, mais y compris même de où il fallait mettre de la musique ou pas, où je démarrais, où j'arrêtais. Donc là, voilà, donc je me suis retrouvé avec un James Bond à la maison, et puis je faisais ce que je voulais, donc c'était assez rigolo. Puis c'était assez surréaliste pour moi, parce que je me retrouvais petit français, j'avais à l'époque, j'avais 35 ans, un truc comme ça. Et or, moi, c'était pile ma génération, James Bond. Ouais. Quand j'étais gosse, il n'y avait pas 36 héros à l'époque. Hein. C'était pas comme maintenant où il y en a des tonnes. À l'époque, des héros récurrents comme ça, il n'y en avait qu'un, c'était James Bond. Donc moi, j'étais archi fan de James Bond. C'était bien avant la guerre des étoiles et tout ça. Et donc, de me retrouver à faire un James Bond et surtout à avoir carte blanche pour faire, c'était un peu surréaliste, quoi. Donc, c'était marrant. Néanmoins, après coup, je me suis dit que je préférais quand même la version Luc Besson, c'est-à-dire la version où il y a une vraie collaboration entre le réalisateur et moi, où il y a une vraie complicité, un vrai truc, parce que ça m'apprend plus de choses. Quand j'ai fait le James Bond, j'ai pas appris grand-chose en fait, j'ai fait ce que je savais faire. Alors que quand Luc me lâche pas parce qu'il veut un truc, il veut telle émotion, mine de rien ça m'apprend des choses, parce que ça m'apprend déjà à comprendre, parce que c'est pas facile ça vous savez, quand on travaille avec des réalisateurs, le réalisateur c'est un mec d'image avant tout, et moi je suis un mec de son avant tout, donc et en plus de ça, on se parle en termes d'émotions, de sentiments, de choses comme ça, c'est-à-dire il n'y a rien de plus abstrait et rien de plus ambigu. C'est-à-dire que c'est pas évident d'être sûr de bien se comprendre quand on parle de ce genre de choses. Oui, alors est-ce que je visionne le film quand je travaille? Oui, je fais vraiment ce que je disais tout à l'heure, du sur-mesure. C'est-à-dire que je n'écris quasi pas une note sans avoir l'image devant moi. Et en plus de nos jours, les outils ont bien évolué, donc maintenant la synchro n'est plus problématique. À mes débuts, je dois dire que c'était comme travailler à la NASA, de synchroniser de la musique avec de l'image. C'était très compliqué, mais maintenant c'est très simple. Et donc oui, moi j'ai en permanence l'image devant moi, quoi. Donc en fait, je prends la première scène, je la regarde dans mon studio comme ça. En général, ça m'inspire quelque chose. Là, j'enregistre ce quelque chose que ça m'inspire. Et puis je le re-regarde. Là, déjà, forcément, c'est déjà plus pareil, puisqu'il y a un petit bout de musique avec. Donc, ça change totalement la perception. D'un coup, dès que vous mettez de la musique, ça change totalement la perception d'une image. Donc, ça m'inspire autre chose, du coup. Donc, soit la suite, soit une orchestration, soit un complément, enfin, etc. Et en fait, je la construis petit à petit comme ça, quoi. Et puis, il y a un moment où je me fais piéger, c'est-à-dire je me fais attraper par le... C'est-à-dire, il y a un moment où ça m'inspire plus rien, où je suis spectateur, quoi. Je suis comme ça. Et quand ça me fait ça, c'est que c'est fini. Je trouve ça bien de mettre en valeur la musique de film, parce que ça a beaucoup plus
plus d'importance que beaucoup de gens le croient. La musique de film, c'est vraiment très important. Si vous voyez certains films sans la musique, vous seriez surpris. Il y a des scènes qui marchent pas, quoi. Il y a des scènes où ça vous fait rire tellement c'est nul. En fait, c'est la musique qui fait que vous allez... C'est très important. Et puis, donc d'une part, et puis d'autre part, parce que je suis invité d'honneur, donc c'est un honneur. Et puis, on va faire un concert, et moi je refuse rarement d'aller faire un concert quelque part, parce que c'est, encore une fois, ma distraction favorite. On l'a bien compris, voilà, la boucle est bouclée. Donc allez jeter un œil sur le site desnotesetdetoiles.fr et puis réservez vos dates, 4, 5, 6 septembre, en particulier le 6 septembre au soir à Pont-à-Mousson. Voilà, vous avez toutes les informations et puis des places à réserver pour voir Éric Serra et l'entendre, évidemment. Merci beaucoup. Merci à vous.